dans beaucoup de sujets, Israël est bien plus cher que l'OCDE, même si c'est moins que ce que ça paraît apparemment. Par exemple, les appartements, l'eau, l'électricité, c'est des choses qui sont extrêmement courantes pour les gens, sont, oui, plus chers en Israël. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, oui. Alors, vous avez effectué un survol de la presse économique ce matin et l'un des sujets que vous avez remarqué, eh bien, c'est une étude publiée dans la presse financière qui remet en cause la cherté de la vie en Israël. Alors, qu'en est-il véritablement ? Oui, il y a eu cette semaine un article dans le journal des Marquets, qui est un journal économique sérieux, qui a fait écho d'une étude économique et sociale d'un institut qui s'appelle Kosher. Et le titre de Démarquaire, c'est étude qui fait bouger, ça veut dire qui est extraordinaire. Les Israéliens, en gros, se plaignent pour rien du tout. La vie n'est pas si chère en Israël que l'on dit par rapport aux autres pays de l'OCDE. Si on prend en compte le fait que le shekel est une monnaie forte. Parce que, effectivement, si un produit est en shekel, apparemment, il est plus cher que ce qui se vend en euros. Et donc, on pourrait dire que en vérité, il faut prendre ça en compte pour voir si vraiment la vie est chère. Puisqu'on reçoit aussi des salaires en shekel qui sont forts. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait, si on rentre dans l'article et dans l'étude, ils ont fait des rapports pour plusieurs articles dans la vie pour savoir ce qu'il en est si on mettait si on neutralisait la force du shekel. Effectivement, pour la plupart des articles, il se trouve que la cherté est moins importante que dans les autres pays de l'OCDE. Si on prend par exemple l'appartement, l'eau, l'électricité, c'est normalement ça fait 48% brut par rapport à ce qui se passe en Israël par rapport à l'OCDE. En neutralisant le shekel, il dit que ça fait plus que 24%. Pour la nourriture, il dit que ça fait passer de 36 à 31 et pour la santé de 31 à 16. Il trouve même des choses comme le transport que si on neutralise, au lieu de 23% plus cher qu'en OCDE, en Israël, ça serait que moins 2%. Alors, ce que moi je dis, c'est la chose suivante, c'est que faire un titre comme ça, si personne ne rentre pas dans l'intérieur des données qui sont données, il va se dire, bon, alors finalement, la situation n'est pas si mauvaise en Israël si on regarde le pouvoir d'achat des Israéliens. Mais en vérité, si on voit les chiffres que je viens de donner de l'article, on se rend compte qu'on a beaucoup de sujets, même si on neutralise le shekel, dans beaucoup de sujets, Israël est bien plus cher que l'OCDE, même si c'est moins que ce que ça paraît apparemment, et que, par exemple, les appartements, l'eau, l'électricité, c'est des choses qui sont extrêmement courantes pour les gens, et deuxièmement, que les choses qui sont les plus importantes pour les gens sont, oui, plus chères en Israël qu'à l'étranger. Et donc, en vérité, ma conclusion et la conclusion de beaucoup de gens, c'est que peut-être c'est un peu moins que ce que les gens ont l'impression, mais en vérité, il se trouve qu'il y a, oui, un problème de cherté de la vie en Israël par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE, parce qu'il y a certains sortes de mécanismes d'économie, de monopole et autres, qui font que la vie est plus chère en Israël, même si on la rapporte par rapport au pouvoir d'achat. Alors ça c'est le premier sujet qui est un sujet extrêmement important que vous venez d'évoquer, mais il y a un autre sujet qui est aussi assez intéressant qui se rapporte aux données de la rentrée universitaire. On sait que plus de 350 000 étudiants sont rentrés, ont repris le chemin des collèges supérieurs, des universités dimanche pour une rentrée on va dire en présentiel après 2 années marquées par le Covid et les cours en Zoom. Alors quelles sont les données que vous avez sélectionnées dans ce cadre de l'éducation supérieure en Israël? Oui. Je ne sais pas, Daniel, si comme vous avez des enfants qui sont étudiants à l'université. Oui, encore. Encore. Donc, vous allez sûrement vous reconnaître dans les données quelques données que je vais donner ici. Ces données-là qui ont été publiées dans la presse israélienne cette semaine,
ont été donnés par une enquête très approfondie de l'Union des étudiants en Israël, qui est une enquête auprès de 10 000 étudiants. Et les principales données sont ainsi. D'abord, 80% des étudiants n'ont pas aimé les cours en Zoom. Ils ont souffert de ça, ils sont contents de pouvoir entrer dans les campus et ne voudraient pas continuer par ce système-là. Apparemment, il y a un besoin social de se rencontrer au-delà de recevoir un enseignement. Maintenant, point de vue économique. 20% des gens, des étudiants, disent qu'ils sont obligés de faire des prêts pour pouvoir survivre, emprunter. Et d'ailleurs, la moyenne a augmenté de 225 shekels. En moyenne, c'est des prêts de plus de 15 000 shekels. Et en moyenne, ils sont endettés de plus de 17 000 shekels. Et donc, c'est un problème pour eux. 25% des étudiants disent qu'ils ont un problème de logement. Et souvent, cette année-là, ils ont été obligés de retourner chez les parents. Une donnée qui est aussi importante à dire à ce niveau-là, 70% des étudiants, 70% des étudiants ont besoin de travailler pour pouvoir faire leurs études. Enfin, ils empruntent aussi à leurs parents, ils ont besoin pas d'emprunt, mais d'aide des parents de plus de 15 000 shekels par an pour pouvoir survivre. Donc, ce sont des données assez dures pour le monde étudiant. Surtout ce qui ressort, à part les chiffres que je viens de donner, ce qui ressort de cette enquête, c'est un profond pessimisme des étudiants par rapport à leur avenir économique et au fait de pouvoir trouver un emploi à la sortie des études. Oui, c'est problématique, ce pessimisme des étudiants et en fait les données que vous venez de nous énoncer. Nous allons revenir maintenant sur un dossier sur les salaires dans la fonction publique. Alors souvent, c'est un dossier récurrent, il ressort en fait une fois par an lorsque l'on publie, on va dire, le classement des salaires dans la fonction publique et souvent on est effaré de constater que certains médecins, professeurs d'hôpitaux, eh bien, reçoivent des salaires de plusieurs dizaines de milliers de shekels, voire même beaucoup plus. Alors qu'en est-il cette année ? Oui, en dehors des chiffres bruts que vous venez de dire à juste titre qui, des fois, passent mal dans la population vu le salaire moyen des gens, en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle, et c'est ce rapport annuel qui vient de donner, le dépassement des salaires autorisés. C'est-à-dire que le ministre des Finances, il y a une loi il y a quelques années, qui permet des augmentations de salaire ou permet un certain salaire à certaines professions dans le secteur public et interdit de dépasser les normes pour chacun des salaires qu'il dit de ce qu'il a fait. Il y a au ministère des Finances un département qui s'est chargé de faire de l'application, c'est-à-dire au cas où il y aurait un dépassement, de demander des comptes et de faire rendre les salaires. Il faut dire que c'est très important parce que le salaire qui est versé dans toute la fonction publique est de l'ordre de 80 milliards de shekels. Donc, si il y a des dépassements et si on peut les empêcher, ça peut faire gagner de l'argent au budget de l'État. Maintenant, cette année, le ministère des Finances a publié que, par rapport à ce qu'il a fait, donc c'est le rapport annuel qui fait l'année précédente, il a réussi à faire économiser au budget de l'État 8 milliards de shekels parce qu'il avait vu des dépassements par rapport aux normes que la loi et les accords entre l'État et les différents salariés avaient prévus. Maintenant, comme vous avez dit, les problèmes de dépassement de salaire sont d'abord dans la santé. 56% de la santé des corps dans la santé, que ce soit des hôpitaux et autres, il y a des dépassements de salaire. Dans plus de 30% dans l'enseignement supérieur. Et il y a une entreprise qui
c'est à part ça, qui est national, qui fait spécialement les titres à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle la Tassia Aviris, ceux qui font les avions, des choses comme ça. Là-bas, ils ont trouvé 470 salariés qui avaient plus de 10% de dépassement de salaire. Donc, ils espèrent que d'abord ces chiffres-là et de continuer pour pouvoir économiser par rapport aux normes fixées par l'État. Alors, le dernier sujet que nous allons aborder ensemble, il se rapporte au transport public avec une campagne menée par la ministre des Transports, Merav Michaeli, qui veut que l'on accorde une priorité au transport public et aux piétons au détriment des voitures. Oui. C'est la ministère des Finances, le ministère du Transport a fait cette semaine une conférence de presse où elle a présenté son programme qu'elle appelle Programme pour les 5 prochaines années. Elle veut, par l'intermédiaire du budget, pouvoir faire des priorités entre justement ce qui a été fait jusqu'à maintenant et ce qu'il veut faire elle, c'est-à-dire les deux titres que vous avez bien dit, priorité au transport public et aux piétons. D'abord, je pense que c'est une bonne une initiative. Il faut voir si ça sera tenu, s'il y aura un effet, si elle pourra faire sa politique. Et elle a des forces pour le faire, parce que ça dépend aussi bien entendu des villes. Mais d'abord, il faut savoir que par an, 40 milliards de shekels maintenant sont perdus dans les embouteillages. Et donc, sa première chose, c'est de dire la chose suivante. Maintenant, je ne vais plus donner aucun budget pour faire des nouvelles routes, si ce n'est uniquement pour la sécurité. S'il y a des routes, bien entendu que c'est dangereux là-bas de faire ça, elle donnera un budget, mais elle ne fera plus de routes pour empêcher les embouteillages. Ça c'est quelque chose qui sont de ce ressort, quelque chose sur lequel elle a de la force. Et donc, ça peut effectivement pousser plus les gens à moins prendre leur voiture et à plus utiliser les transports publics. Elle veut acheter 40 000 autobus, et former des dizaines de milliers de conducteurs parce qu'il manque de conducteurs dans la fonction publique. Elle veut aussi, enfin, faire maintenir les avantages fiscaux pour l'achat de voitures électriques, ce qui permet, ça c'est dans le côté environnemental, mais elle voit ça comme un tout. Il faut espérer que elle réussisse à ce qu'elle veut faire, parce que c'est effectivement très très important et c'est quelque chose qui touche le quotidien de chaque personne, parce qu'en fait, les gens n'utilisent pas pour l'instant les transports publics parce qu'Israël a énormément de retard par rapport à ce qui se fait dans les autres pays du monde et ne sont pas incités à le faire. Et peut-être une politique venue d'en haut pourra changer l'habitude des Israéliens, mais de façon justifiée si elle leur donne les instruments appropriés pour pouvoir changer. Enfin, une dernière chose, je vois qu'il me reste 1 minute. Oui. Il n'y a pas à faire, mais je vois que il me reste 1 minute, qui était pour moi très important. J'ai appris cette semaine par une Ola Hadasha dont je me suis occupé à la banque Mizrahi. Il y avait un problème de langue par rapport à elle, de français par rapport à la succursale Mizrahi. D'ailleurs, cette banque Mizrahi dit qu'elle a 2 succursales qui sont spécialisées pour les francophones. Et pourtant, jusqu'à maintenant, elle ne traduisait pas ces données, l'envoi de ces rapports en français. Et il y a des gens qui viennent ici, surtout du 3e âge, et qui ont un énorme problème de langue par rapport au rapport avec les banques et surtout voir ce qui se passe. Et elle m'a dit qu'après mon intervention, maintenant, tous les données qu'elle reçoit de la banque sont traduits en français, des documents qui se sont donnés en français. Donc, s'il y a des gens qui sont dans cette banque ou dans d'autres banques, peut-être qu'il serait bien qu'ils demandent s'il y a une possibilité d'avoir des données en français, parce que, en tout cas, ça existe maintenant. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette revue de la presse économique ce matin en direct avec vous de votre domicile. On espère vous retrouver très rapidement dans notre studio comme vous le faites chaque semaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.